Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce colloque. Donc, je suis Françoise Banat-Berger, la directrice des Archives nationales, et je suis ravie que ce premier colloque, qui manifeste déjà d'une maîtrise parfaite de l'organisation. Puis on est assez bluffé en fait par ne serait-ce que ce que vous avez déjà préparé. Moi, c'est assez rare que je vois déjà des actes publiés avant même la tenue du colloque, qui plus est en 2 langues. Donc en fait, je veux dire, déjà, rien que pour ça, bravo vraiment. Et puis votre nombre, votre jeunesse, votre vitalité atteste que c'était une bien bonne idée que d'organiser ce premier colloque qui est déjà un coup de maître. Donc je disais que j'étais la directrice des Archives nationales et que j'étais totalement ravie de vous accueillir durant ces 2 jours autour donc de la thématique de la conservation préventive et plus précisément autour de quelque chose qui est ce fameux master de conservation préventive de l'université de Paris 1 dont on fête donc les 20 ans. Ce master, quand il a été créé, son but était de former des professionnels à la discipline de la conservation préventive dans un contexte pluridisciplinaire, en favorisant le dialogue entre différents acteurs du patrimoine, des conservateurs, des architectes, des techniciens d'art, des régisseurs, des restaurateurs et différents champs patrimoniaux, puisqu'en fait, ces professionnels intervenaient aussi bien dans des services d'archives, des bibliothèques que des musées. C'est une formation, depuis qu'elle existe, j'en entends parler, j'entends dire que c'est une formation extrêmement unique, extrêmement riche, qui par son approche favorise l'échange, et manifestement de tous ceux qui ont assisté, les étudiants en fait sont frappés par la très riche expérience humaine que cette formation représente. Elle permet donc de former des personnels capables donc d'œuvrer au sein de leur institution et de créer donc un nouveau métier, le métier de préventeur, c'est-à-dire pouvoir être force de proposition, de pilotage, s'agissant en fait de tout ce qui tourne autour de la conservation, et donc la préparation des déménagements, les chantiers de fond, le chantier des collections, les réaménagements de réserves, etc. C'est une formation qui est unique en France. Il en existe 2 autres en Europe, en Angleterre et en Suisse, et elle fait donc référence dans le domaine. Aujourd'hui, le master est en mutation. C'est en partie la raison pour laquelle l'association a été créée. Donc, association des préventeurs universitaires, vous en direz évidemment quelques mots, puisqu'en fait, vous avez créé cette association notamment pour être un soutien et pour permettre de sauver ce master qui doit donc se transformer et devenir donc un master pro qui doit maintenant se dérouler sur 2 années. Donc, vous me disiez que là, aujourd'hui, on en était à la première année de la réforme avec donc le master 1, et manifestement de cette remise, vous êtes un levier puissant, ne serait-ce que par là, tout ce que vous représentez aujourd'hui pour ce colloque. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de pouvoir poursuivre ainsi votre action, de pouvoir trouver parmi déjà tous les gens présents des relais à votre action, pour que cet enthousiasme initial puisse se perpétuer et ne repose pas que sur un nombre restreint de personnes, mais que ça puisse se diffuser et que vous puissiez continuer comme ça à pouvoir organiser de tels événements. Donc, les Archives nationales, en fait, il se trouve que le service de conservation préventive des Archives nationales a été créé en 2001. Ce service, aujourd'hui, fait partie du département de la conservation dirigé par Michel Thibault.
Ce service de la conservation, il a été créé et la première responsable du service, c'est Anne Lama, présente devant moi. Et déjà, c'est une histoire entre nous et ce master, puisque Anne Lama, qui a été en poste ici, ensuite est partie, donc justement suivre cette formation-là. Donc vous voyez, il y a une vraie logique pour que vous soyez ici aujourd'hui, parce que voilà. Et puis, l'actuel responsable de la conservation préventive est aussi une diplômée du master. Il s'agit donc de Marie Courcelot, également présente à côté d'Anne Lama en face de moi, dont on apprécie chaque jour les compétences et le dynamisme et les qualités humaines. Donc j'en déduis que le master, au-delà de ses propres qualités, a eu beaucoup d'effets aussi. Et puis nous avons également une autre diplômée employée aux Archives nationales, spécialisée sur les supports photographiques, qui est Marie-Ève Bouillon. Alors, avant de revenir aux Archives nationales en quelques mots, je vais aller rapidement. Moi, juste quelques mots sur le fait que je suis d'autant plus contente d'intervenir là-dessus que les questions de conservation préventive m'intéressent depuis longtemps, parce qu'avant d'être à la tête des Archives nationales, j'étais au service interministériel des Archives de France, et j'ai eu du coup depuis longtemps à m'intéresser aux premières méthodes d'évaluation qui ont été il y a très longtemps, en particulier subventionnées par ce qu'on appelait à l'époque la direction des Archives de France, essayer de faire des outils pour essayer de savoir si un service était un bon élève, moyen élève, terrible élève, très mauvais élève en matière de conservation, et quel était le plan d'action à mettre en place pour améliorer les choses. Et ensuite, j'ai travaillé aux côtés de Marie-Dominique Parcas, responsable de la conservation préventive pendant plusieurs années aux Archives de France, qui, avec un très fort dynamisme, et qui a mis en place des formations très originales sur site, dans des services pendant longtemps. Donc ça a été un vrai plaisir de travailler avec elle. Et puis également d'être très frappée par, d'une part, les problématiques de contamination dans les services d'archives en raison de conditions environnementales dans les espaces de conservation qui pouvaient ne pas être optimales, et parfois des dégâts que pouvaient faire des systèmes de climatisation mis en place dans les nouveaux bâtiments, peu ou mal encadrés au départ. Et donc, d'où l'importance de pouvoir se reporter sur des professionnels et de faire passer l'idée que quand, par exemple, on a un gros projet de bâtiment d'archives ou de restructuration, il faut faire appel, côté maîtrise, une assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans la conservation préventive pour comprendre ce que c'est que le climat dans les magasins de conservation. Raison pour laquelle on avait travaillé à éditer un manuel sur l'environnement climatique dans les bâtiments d'archives, aux Archives de France. Et donc, quand je suis arrivée ici, on a 3 sites, donc 3 situations assez contrastées en matière de conservation. Donc, un site de Fontainebleau, j'y reviendrai une seconde, qui connaît beaucoup de déboires, nombreux et variés. Un site de Paris magnifique, historique, mais justement parce qu'il est historique, très compliqué. Et un site de Pierrefitte, celui où vous êtes aujourd'hui, donc vous allez avoir la chance de pouvoir le visiter, puis vous allez pouvoir entendre Bruno Bonandrini sur le sujet, où là, ce bâtiment de Pierrefitte, ceux qui l'ont conçu, donc avec Jean-Luc Bichet, avec Bruno Bonandrini, Isabelle Neuschwander à ce moment-là, justement avait en tête de beaucoup travailler sur la question de la conservation et de faire en sorte que dans les magasins, ce soit à peu près parfait. Et on est arrivé à quelque chose d'assez formidable avec, Bruno vous l'expliquera, un système notamment de contrôle des conditions climatiques dans les magasins, qui peuvent être faits magasin par magasin et historicisés depuis le début de l'installation ici, pour être sûr qu'on reste bien dans les fameuses fourchettes plus ou moins relatives qui ont été définies. Donc ici, quelque chose de très pensé autour de cette question de la
la conservation, y compris, on vous l'expliquera, la façon dont le bâtiment a été conçu, dont l'architecture même est tout entière autour de cette question de la conservation préventive, autour de cet IGH-là que vous avez pu voir en arrivant. Pour le site de Paris, donc plus compliqué, raison pour laquelle le service de la conservation préventive chez nous a beaucoup travaillé, a anticipé notamment les gros transferts de fonds qui se sont faits en 2012, en faisant un travail, un chantier des collections sur le site notamment de Paris, qui a permis d'affiner un diagnostic environnemental dans ces magasins pour essayer de savoir, dans les conditions qui étaient données, quelle était la situation objective et comment on pouvait peu à peu l'améliorer. Donc c'est un énorme travail qui a été mené, qui s'est poursuivi sur Paris, notamment sur un plan de prévention des inondations, qui avait un vrai sens. Ici, il n'y a pas de souci, mais à Paris, il peut y avoir un souci. Donc c'est un travail qui a été aussi réalisé par le service de la conservation préventive. Et puis malheureusement, on n'a pas pu toujours anticiper. On a eu des sinistres, on en a tous les jours. Et on a eu notamment un sinistre massif en 2015 sur le site de Fontainebleau, qui a fait qu'on a eu quand même plus de 10 km de collections contaminées. Donc là aussi avec une implication formidable de ce service de la conservation préventive. Voilà un peu ce qui est que ça nous parle, hein, la conservation préventive, évidemment, aux archives nationales. Donc je vais arrêter de parler parce que je vais vous mettre tous en retard. Ce que j'ai juste remarqué, c'est la richesse de votre programmation, puisqu'en fait, vous interrogez à peu près tout ce qui est possible d'interroger, depuis le diplôme lui-même, que la question des bâtiments, que la question des méthodes d'évaluation, la question du territoire et des évaluations, la question de la conservation dans les institutions muséales, et enfin l'avenir. Alors donc après, je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir faire pour vous, mais parce qu'à peu près tout est couvert, et avec en plus des interventions très riches, d'intervenants d'à peu près tous les domaines, de tous les métiers, de beaucoup de pays, puisque vous avez des intervenants venant d'Angleterre, de Suisse, du Danemark, d'Espagne, de Serbie, du Canada, excusez du peu. Donc voilà, donc félicitations, et je laisse sans attendre la parole au ministère de la Culture, services centraux représenté par Isabelle Chavin. Je vous remercie. Merci Françoise. Et merci Madame la Présidente de votre invitation. Le A-Prévu est venu vers le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique il y a quelques mois en nous demandant de pouvoir effectivement soutenir cette rencontre d'aujourd'hui. On était déjà très fiers de participer il y a quelques mois, et votre affluence aujourd'hui et la qualité de la programmation aussi de ces 2 jours promettent toutes les deux journées de travaux vraiment exceptionnelles, et donc on est d'autant plus fiers aujourd'hui, 8 juin, de vous avoir soutenu à l'époque. Alors je travaille aux côtés de Pascal Liévaux, qui est le chef de département, qui vous prie de bien vouloir accepter ses excuses parce qu'il est retenu par l'initiative européenne de programmation conjointe sur le patrimoine culturel, qui tient ces 3 jours de réunion annuelle à Chypre en ce moment même. Ça lui rendait difficile, évidemment, sa présence aujourd'hui. Néanmoins, nous voulions vous donner un peu en préambule quelques éléments d'abord d'attachement du département à la question de la conservation préventive et de la conservation-restauration en général, et puis communiquer peut-être quelques points d'actualité qui peuvent intéresser la profession. Alors, comme premier élément, dire d'abord qu'en matière de diffusion des connaissances et d'essayer de stimuler, comme aujourd'hui, la confrontation des professionnels autour des questions méthodologiques et des questions d'avenir de leur métier, le département s'y implique tout particulièrement, notamment en organisant depuis 2010 chaque année les journées professionnelles de la conservation-restauration. On a tenu les 7e cette année. Certains d'entre vous y étaient comme intervenants ou comme participants, j'ai reconnu certains visages, et le thème était « Innover pour conserver ». Ça avait lieu à la CAPA et tout a été filmé, et les podcasts seront donc disponibles sur le site du ministère de la Culture en septembre prochain. Et vous annoncez tout de suite que l'année prochaine, les dates de ces mêmes journées seront les 29 et 30 mars, à la CAPA encore, 2018, sur un thème qui vous intéressera sans doute, qui est celui, il est extrêmement important et grave, la question même des métiers, de la formation et du devenir des métiers de la conservation-restauration.
en lien notamment avec la mission de coordination qui est pilotée actuellement précisément par Pascal Liévaux, mission de coordination qui lui a été confiée fin septembre l'année dernière par le directeur général des patrimoines, Vincent Bergeau, à la suite d'un rapport de l'inspection générale des affaires culturelles sur les conséquences de l'inclusion des métiers de la conservation-restauration au sein des métiers d'art. Et cette mission qui est en cours actuellement, cette lettre de mission donne lieu à énormément de réunions dans le département avec des profils d'intervenants extrêmement divers et un certain nombre de points qui étaient prévus commencent à trouver leur naissance. Donc juste pour mémoire, cette mission avait pour objectif de contribuer à l'évolution des référentiels, la définition déjà, et puis à l'évolution des référentiels et des fiches métiers de la filière des métiers d'art, tant du côté du ministère de la Culture que du côté de l'Institut national des métiers d'art, d'essayer d'homogénéiser les nomenclatures INSEE, et puis surtout rédiger une instruction sur la diversité des statuts d'exercice des professionnels de la restauration du patrimoine en France, et notamment pour pouvoir opposer et conforter la situation française par rapport au cas d'autres pays européens, ce qui est important dans le cadre de l'élargissement évidemment des commandes. Et dans les éléments qui ont déjà commencé à se mettre en œuvre, donc il y a deux volets. Le premier concerne justement le volet formation. Une conférence des écoles a été mise en place, conçue comme un lieu d'échange et un lieu de coordination qui est vraiment indispensable pour permettre d'évoluer vers une meilleure complémentarité de toutes ces formations. Et l'harmonisation des intitulés des 4 formations de niveau 1 est en cours avec un alignement sur le diplôme en conservation-restauration du patrimoine culturel de Paris 1. Et les services juridiques du ministère de la Culture explorent de leur côté la possibilité d'un titre, mais ce sera évidemment, vous vous en doutez, un long parcours, puisqu'il faut passer par la loi, il faut passer évidemment dans le contexte européen, on ne peut pas faire sans. Donc ça, c'est un premier volet qui est vraiment décidément entamé, et le second, dont les résultats vous seront restitués précisément aux journées de professionnels de la conservation-restauration en mars 2018, c'est la question de l'enquête socio-économique qui était associée à cette mission. Et puis le département, mais on l'avait déjà dit en mars dernier, donc je n'insisterai pas davantage, est évidemment directement impliqué dans un certain nombre d'initiatives à l'échelle nationale ou européenne sur les questions de conservation préventive et de conservation-restauration. Les programmes de recherche de la Fondation des sciences du patrimoine, qui, je vois, soutient aussi vos journées depuis sa création en 2013. Et puis l'initiative donc européenne de programmation conjointe, qui est extrêmement dynamique. Alors l'appel à projet de cette année est un peu loin des questions de conservation-restauration. Il s'agit d'un appel à projet très soutenu financièrement par l'ANR autour du patrimoine numérique, le Digital Heritage. Mais l'année prochaine, sachez-le, l'appel à projet sera lancé en 2019 sur la conservation précisément du patrimoine matériel, avec de la même façon un soutien financier important de l'Agence nationale pour la recherche. Et puis, le département est impliqué aussi et porte les questions de la conservation préventive, de l'étude des matériaux et de la conservation-restauration à l'échelle européenne, en étant impliqué dans l'initiative de ERIS. Donc, vous savez qu'en mars dernier, l'initiative de ERIS France a démarré par la signature du mémorandum d'intention, et qui permettra, dans un horizon de 2022, on espère, en tout cas juridiquement, que l'Europe se soit dotée d'un opérateur qui permettra l'accès transnational aux éléments technologiques et aux structures technologiques qui permettent la restauration des œuvres là où elles se trouvent, et notamment pour permettre de soutenir les pays qui sont moins dotés qu'un certain nombre de pays européens en instruments et en technologies de pointe dans le domaine de l'analyse des œuvres. Donc voilà les éléments de contextualisation qui expliquaient que c'est assez naturel pour le DPRPS de soutenir évidemment ces journées. On ne peut que souhaiter qu'il y en ait d'autres. Peut-être pas chaque année, c'est une organisation assez redoutable dont on sort en général un peu épuisé. Mais en tout cas, on souhaite vraiment qu'il y en ait d'autres, et on vous souhaite à tous un bon anniversaire, donc, puisque c'est à l'ordre du jour. Et bon succès à vos travaux durant ces 2 jours.